Bienvenue sur Racisme. Des mots sur les mots. Un podcast créé par la section lilloise de la LDH. Chaque année en France, au moins 1 million de personnes sont victimes de racisme. Seuls 3% portent plainte. Ainsi, la LDH a souhaité redonner la parole aux concernés. Pour ce faire, nous avons parcouru le Nord afin de recueillir des témoignages anonymes et fait appel à des sociologues, des historiens, des juristes et des militants dans le but d'inscrire le vécu individuel dans une réalité collective. La deuxième édition de l'enquête Trajectoire et Origine réalisée par l'INSEE et l'INED en 2019-2020 cherche à mieux comprendre comment les origines géographiques, nationales ou culturelles modifient l'accès au logement, à l'éducation, à l'emploi et notamment aux services publics. Elle examine les inégalités sociales et économiques liées aux origines et ses résultats révèlent l'existence de discriminations fondées sur l'origine dans les rapports avec l'administration publique. Aujourd'hui, nous vous présentons l'épisode Administration. Arrivé au guichet, sommes-nous tous égaux ? Mon mari, il a fait une demande de logement. Ça nous a pris 1 an et demi. À chaque fois, ils disent il y a trop de demandes de logement. Et un jour, on a rencontré une personne et cette personne, elle a eu le logement au bout d'1 mois. Et en 2024, quand j'ai rencontré l'élu du social, elle m'a dit tu peux vivre avec ta belle-mère. Normal, c'est pas un problème de vivre avec la belle-mère. Ouais, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les collectivités aujourd'hui qui sont censées vraiment être les premières, j'ai envie de dire, entités à ne pas discriminer parce que voilà, il y a plein de protocoles, il y a plein de formations, malheureusement, c'est celles qui discriminent le plus. Nous venons d'entendre le constat consternant de Marie-Chantal Zingiro, chargée de projet au collectif Kif Kif, collectif qui promeut l'égalité et la lutte contre les discriminations depuis 2013 à Lille et à Roubaix. Écoutons maintenant Anne-Claire Grandjean, chef du pôle régional des Hauts-de-France du Défenseur des droits. Alors, le Défenseur des droits a plusieurs champs de compétences et parmi ces 5 champs de compétences, on retrouve la question de des relations avec l'ensemble des services publics, qu'ils soient des services publics gérés par une personne publique, comme une collectivité territoriale, un établissement public ou encore l'État, au sens central du terme, mais également les services publics qui seraient gérés par une entité de droit privé, quelle qu'elle soit. En tant que telle, c'est le premier champ de compétences en termes de sollicitation, de nombre de sollicitations de l'institution, puisque 95% environ des saisines, sollicitations de l'institution, qu'il s'agisse de demandes d'information ou de réclamations qui mettent en exergue une atteinte à un droit, sont dans le champ de cette compétence relation avec les services publics, qui vont finalement mettre en exergue des situations diverses et variées, particulièrement importantes. Ça peut aller d'un litige avec la CAF, avec France Travail dans le domaine du chômage, avec la sécurité sociale, avec une caisse de retraite, mais il peut également s'agir de problématiques en lien avec l'état civil, l'obtention d'un titre de séjour, le refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français d'obtenir un titre de séjour, ou encore de façon beaucoup plus spécifique des problématiques en lien avec les compétences de l'autorité municipale, comme le serait le cas d'une demande d'inscription d'un enfant au sein d'une crèche ou encore d'une école primaire, ou encore éventuellement d'un problème en lien avec le droit funéraire, une concession funéraire par exemple. Ça fait pas longtemps que j'ai un rendez-vous à Sécurité sociale. L'éducatrice, elle prend les rendez-vous. Du coup, elle m'a fait une erreur sur mon prénom. Et quand on est parti là-bas à conseiller qu'elle prend le dossier, il m'a dit non, je prends que le dossier de monsieur, parce que déjà vous avez le prénom, c'est faux. J'ai même pas confirmé si c'est vous ou non. J'ai dit ok, c'est pas grave, prends pour mon mari. Après, j'ai expliqué à mon mari en arabe. La dame, elle me regarde, elle m'a dit vous parlez pas en arabe ici, devant moi. Si vous voulez parler arabe, vous sortez. J'ai dit, moi, j'ai expliqué pour mon mari parce qu'il ne comprend pas le français. Il m'a dit, non, moi, je ne comprends pas l'arabe. Je ne veux pas parler devant moi en arabe. Ce témoignage illustre le concept de racisme de guichet que va définir Aude Rabot, maîtresse de conférences en sociologie à l'université Paris-Cité, laboratoire URMIS.
Alors, le racisme de guichet désigne les comportements méprisants, humiliants ou discriminatoires qui se produisent lors d'interactions avec un agent d'accueil. Ce phénomène, il touche les personnes perçues comme étrangères en raison de leur patronyme, de leur apparence, de leur langue ou de leur religion supposée. Il se manifeste dans des lieux comme les préfectures, les services sociaux, les guichets d'état civil, où des agents publics détiennent un pouvoir de vérification de documents, de contrôle, de tri, d'orientation, de validation de droits. Ce racisme, il peut être brutal et direct, des remarques dévalorisantes, des injures, mais il est souvent bien plus discret et diffus. Des retards dans le traitement des dossiers, des règles appliquées plus strictement, ou encore des demandes répétées de documents déjà fournis. Le sociologue Xavier Dunza parle d'inflation documentaire. Exiger des pièces soit qui ne sont pas obligatoires, soit qu'on a déjà données pour décourager, épuiser, faire abandonner la procédure. Récemment, une enquête par testing au niveau des guichets d'enregistrement de la demande de logement social a révélé l'existence de discrimination à l'œuvre dans l'information délivrée de façon différenciée à une personne dont le nom suggère une origine d'Afrique de l'Ouest, comparée à celle donnée à une personne dont le nom suggère une origine française. Les conséquences de ce racisme de guichet sont très réelles. Des droits auxquels on n'accède pas, des allocations coupées, des dettes qui s'accumulent. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête que ce racisme n'est pas seulement le fait d'agents individuellement hostiles ou xénophobes, mais qu'il est produit par le fonctionnement même des institutions. Les critères juridiques imprécis laissent par exemple une grande marge de manœuvre aux agents. C'est ce qu'avait montré Alexis Spire dans son enquête auprès de plusieurs guichets de l'administration française chargée de la gestion de l'immigration. Il avait parlé de l'usage du pouvoir discrétionnaire. Xavier Dunza, lui, parle de racisme institutionnel inscrit dans la normalité des procédures administratives. En tant qu'immigrée de Bangladesh, en France, souvent je fais face au racisme pendant les appels avec les services administratifs. Quand j'appelle et que je leur dis juste mon nom, ils vont essayer de parler plus vite, exprès pour que je comprenne pas. J'ai des collègues vietnamiens qui parlent pas français et quand ils essayent de faire leur démarche pour les titres de séjour, quand ils essayent d'appeler quelqu'un, ils sont pas à l'aise du tout. Ils envoient à quelqu'un d'autre, ils disent faut appeler autre part. Alors, et quand on appelle autre part, ils disent que, ah non, faut appeler le premier endroit qu'on avait appelé. Quand on met les dossiers, il n'y a pas un suivi de dossier. Soit la CAF, j'ai déposé mes récépissés, autorisé à travailler. À l'accueil, ils m'ont dit c'est bon, ton dossier il est bien, tout est bon, ma fille elle est française et tout est réglo. Mais là, quand je suis partie la dernière fois, la dame elle m'a dit non, mais il n'y a rien dans votre dossier et votre dossier il est radié. Apparemment pareil pour la préfecture. La préfecture, on fait un dossier, la durée de traiter le dossier, c'est lent, c'est après 4 mois, 6 mois, ils t'envoient la réponse, soit EQTF avec interdiction directement, soit un récépissé, mais t'attends. Et après, ils te donnent une carte de séjour, et avec un timbre fiscal, pour moi, c'est 425 €. Et pour le titre de séjour de mon mari, timbre fiscal, là, il paye 375 €. Ça veut dire que les deux, c'est 800 €. Ça, c'est trop pour une famille qui a des enfants et en même temps, il ne peut pas payer parce qu'il ne travaille pas. Le règlement, il dit que les gens sans papier, ils ne doivent pas travailler. Et après, quand on fait le dossier de notre fils, ils ont donné un QTF avec interdiction. Il est rentré en France à l'âge de 10 ans. Il travaille bien, il ramène que félicitations, des bonnes notes. Il a eu son bac avec mention bien. Et la réponse, il n'y a aucun lien en France. Et ses parents, ils sont dans un état irrégulier. Et là, c'est le contraire. Les parents, ils sont réguliers, ils ont la carte séjour, il y a ses sœurs et ses frères qui ont la nationalité française. Et lui, il dit à la préfecture, la réponse, elle n'est pas nette.
Au prétexte d'harmonisation européenne, et alors que la France est parmi les pays d'Europe où le coût du droit au séjour est déjà le plus élevé, les montants des titres de séjour ont une nouvelle fois augmenté en 2026, alors même que l'administration qui délivre les titres de séjour est complètement défaillante. Par exemple, on passe de 200 à 300 euros pour la délivrance d'un premier titre de séjour, montant auquel s'ajoutent 300 euros au titre du droit de visa régularisation quand il s'agit de personnes qui sont entrées en France sans le visa qui était requis. Il y a également 100 euros de dépôt de dossier et ces 100 euros ne sont pas restitués, ne sont pas remboursés quand il y a un refus de titre. Il y a également un droit de timbre au titre des frais administratifs, donc de l'instruction des dossiers, qui est passé en 2026 de 25 à 50 euros. Donc au final, les personnes étrangères qui sont déjà les plus en difficulté, elles doivent parfois débourser jusqu'à 650 euros pour un titre de séjour d'1 an qu'il faudra renouveler l'année d'après. C'est absolument exorbitant et complètement injuste. C'est un espèce de racket institutionnelle que l'État fait payer aux étrangers. Ces expériences ne sont pas anodines et les mesures de dématérialisation qui visaient à simplifier et à rendre plus fluides les démarches ont à l'inverse des impacts préjudiciables, comme l'explique Audra Beau. Plusieurs organismes tels que le GISTI ou le Défenseur des droits qui ont révélé que la dématérialisation des services publics a fortement aggravé la situation des personnes les plus précaires et des personnes racisées. Alors certes, les files d'attente ont diminué, mais elles se sont surtout transformées en files d'attente virtuelles, avec pour effet pernicieux de rendre la demande invisible et souvent impossible. Et notamment depuis la création de l'ANEF, c'est-à-dire l'administration numérique pour les étrangers, en 2020, tout se fait en ligne, mais ce qui ressort, c'est que loin de simplifier les démarches, en fait, ça a multiplié les obstacles. Alors du fait de bugs informatiques, d'absence de récépissé, de rendez-vous impossibles à obtenir, de décisions complètement opaques et incompréhensibles. Et donc cela a amplifié les discriminations. Et le nombre de réclamations reçues par le Défenseur des droits en matière de droits des étrangers a augmenté de 400% entre 2020 et 2024. Et parmi ces réclamations, les 3/4 portent sur les titres de séjour. Et la forte majorité concerne des renouvellements, c'est-à-dire des personnes qui vivaient déjà en France avec un titre régulier. Les discriminations administratives, le racisme de guichet impactent l'accès aux services publics, mais engendrent aussi des conséquences concrètes sur la vie des personnes, notamment dans le domaine de la santé. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui a perdu sa mère parce qu'elle a elle a été victime du syndrome méditerranéen. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un stéréotype médical, raciste, qui part du principe que les personnes issues de la Méditerranée ou d'Afrique, de manière plus globale, ont une tendance à l'exagération de la douleur. Donc dans mon entourage, j'ai quelqu'un, une maman qui est décédée, une grand-mère même qui est décédée, parce que pendant plusieurs mois, elle est partie à l'hôpital en disant qu'elle avait une douleur à l'estomac. Elle parlait pas très bien français, elle y allait avec sa fille. Elle essayait de faire comprendre ses douleurs à l'estomac. Elle repartait avec des cachets pendant plusieurs mois. Et à force de voir revenir cette dame, quelqu'un a finalement décidé de faire des examens. Il s'est rendu compte qu'elle avait un cancer, qu'elle était au dernier stade, qu'il ne pouvait plus rien faire et qu'il est décédé. Et c'est pas le seul témoignage, parce qu'après cette histoire-là, quand j'ai raconté autour de moi, j'en ai eu plein de témoignages du fameux syndrome méditerranéen. Et souvent, le milieu médical n'a même pas conscience de ce biais raciste qu'ils font subir aux patients. En fait, ils en ont même pas conscience. Le syndrome méditerranéen est un stéréotype médical raciste selon lequel les personnes d'origine nord-africaine, noires ou plus largement considérées comme racisées, exagéreraient leurs symptômes et leurs douleurs. Ça n'est plus enseigné, mais cette croyance continue à être transmise de façon implicite. Elle peut même être élargie aux patients en provenance d'Asie, aux communautés roms et des Balkans. Les biais cognitifs qu'alimente ce syndrome méditerranéen peuvent conduire à une prise en charge médicale inadaptée, ralentie, discriminatoire, qui crée des inégalités de santé.
Une étude aux États-Unis a démontré que vous avez 50% de chances de plus d'être évalué en urgence vitale quand vous êtes un homme blanc par rapport à une femme noire. Autre domaine de l'administration publique, largement concerné par le racisme, les lieux d'enfermement. Écoutons Pierre Duflot, membre du GT Prison de la LDH et ancien responsable interrégional des prisons à Dijon. J'ai à évoquer le racisme dans les lieux d'enfermement en France, et je pense qu'il faut analyser le racisme dans les lieux d'enfermement, en particulier les prisons, à partir des règles portées par la CNDH, qui définit le racisme systémique ancré dans tous les pays du monde, affectant chaque étape de la procédure pénale, donc en particulier l'exécution des peines. Ce sont des pays liés souvent au colonialisme, et pour la France, les personnes d'ascendance africaine et celles de l'immigration des pays du Maghreb. Et comme en France, pour des raisons essentiellement sociopolitiques, une majorité de détenus sont des personnes, bien que françaises, qui proviennent de cette immigration, les conditions globales de plus en plus désastreuses des détentions, à partir d'une surpopulation explosante, impactent directement les formes de discrimination et de racisme présentes. Cependant, comme il n'existe pas de statistiques pour mesurer les délits liés au racisme dans les prisons, il est difficile d'en cerner l'ampleur réelle. Ce sujet est d'ailleurs tabou, comme la sexualité et la corruption en prison. À côté de ce racisme systémique, il existe des racismes individuels qui se traduisent dans le quotidien des détentions. Cela prend la forme banale d'insultes, « sale bougnoule, retourne dans ton pays », mais également ce qui peut s'apparenter à des brimades, réveil des détenus la nuit, privation de nourriture, fouilles multiples, refus d'inscription sur les listes du travail et des activités. Ces brimades sont parfaitement insidieuses car elles sont cachées dans l'ordre normal, si l'on peut dire, du fonctionnement de la prison. Car dans le monde carcéral règne une forme d'omerta pour ne pas évoquer et régler ces déviances qui sont autant d'actes délictueux. Cette omerta est encouragée par les principaux syndicats du personnel de surveillance, proches de l'extrême droite, qui veillent scrupuleusement à la protéger et qui, par voie de conséquence, mettent au banc de la profession les quelques surveillants qui dénoncent les dérives, et cela courageusement. Car tous les surveillants ne sont pas racistes, loin de là, mais l'ambiance globale de la prison les contraint à rentrer dans le rang. Les directions, de plus, sont de plus en plus absentes pour contrôler ce type de comportement et les contrôles extérieurs peu efficients, en particulier celui du CGLPL. Deux phénomènes moins connus doivent être soulignés. Le racisme entre détenus, facilité par la constitution de regroupements par ethnie dans les quartiers de détention, et également un racisme existant à l'intérieur du personnel qui touche essentiellement les surveillantes d'origine maghrébine doublement pénalisées, tant vis-à-vis des détenus que de leurs collègues. Tout cela s'inscrit dans une politique de plus en plus sécuritaire qui nie la problématique humaine dans le traitement et la prévention de la délinquance pour encourager et flatter les comportements les plus répressifs dans un univers de coercition et de violence. Les dirigeants, en tout cas certains, s'en félicitent quand beaucoup détournent le regard. Bien entendu, c'est très difficile d'avoir des témoignages de ces pratiques de discrimination et de racisme, parce que recueillir des témoignages en prison, c'est compliqué, parce que les anciens détenus ne souhaitent pas forcément partager ces témoignages, mais il nous semble très important de garder en tête que c'est là une pratique administrative discriminatoire qui est parfois même
assumée. Ainsi, Darmanin, ministre de l'Intérieur puis garde des Sceaux, devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, déclarait en 2023 « L'aménagement de peine n'est possible que pour les Français qui sortant de prison veulent ou doivent se réintégrer à la société française. Ce n'est pas la vocation de l'étranger qui, lui, doit quitter le territoire. » Donc il y a déjà là une manière d'assumer une xénophobie dans le système même d'application des peines qui est en tant que tel discriminatoire. La prison est aussi un lieu où la discrimination liée aux origines s'exprime très fortement. Les personnes étrangères représentent un quart de la population carcérale parce qu'elles cumulent des facteurs sociaux défavorables, sont plus exposées au contrôle policier et sont confrontées à des pratiques judiciaires qui aboutissent plus souvent à l'incarcération. Et outre les manifestations de racisme qui existent entre détenus ou avec certains membres du personnel, ces personnes étrangères détenues sont victimes de discrimination par une pratique administrative qui crée en quelque sorte une justice à deux vitesses ou une détention à deux vitesses. Elles bénéficient très difficilement, très rarement d'aménagement de peine. Elles bénéficient très peu d'accompagnement à la réinsertion. C'est particulièrement le cas pour les personnes qui sont en situation irrégulière, mais même celles qui entrent en détention en situation régulière, elles ne peuvent la plupart du temps pas obtenir le renouvellement de leur titre de séjour pendant qu'elles sont détenues. C'est quasi impossible. Et très souvent, la notion de menace pour l'ordre public est mobilisée pour empêcher ces renouvellements. Et les personnes se voient délivrer se voient visées par des mesures d'expulsion, des OQTF, par exemple. Face aux accusations de racisme, l'administration réagit rarement en reconnaissant publiquement le racisme en son sein, et sa réponse se limite le plus souvent à des mesures procédurales ou symboliques. On observe un mécanisme de déni ou des réponses qui donnent l'apparence d'agir sans toucher au fond du problème. Les discriminations sont présentées comme des incidents isolés, le fait de comportements individuels déviants, mais jamais comme le signe d'un dysfonctionnement structurel. Sur le papier, les dispositifs ne manquent pas. Des guides de bonne pratique, des labels de qualité, comme par exemple le label Qualipref, qui est décerné aux préfectures, mais bon, paradoxalement, c'est l'administration qui se certifie elle-même conforme, tout en maintenant des pratiques discriminatoires. D'autres dispositifs existent, la loi de 2019 sur la fonction publique, qui impose des procédures de signalement, le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, 2023-2026, qui prévoit notamment la formation de 100% des agents de l'État. Mais dans les faits, dénoncer une discrimination, ça reste un vrai parcours du combattant. La réponse institutionnelle peut aussi être défensive, voire répressive, face aux dénonciations des associations et des collectifs de soutien aux étrangers et face aux condamnations judiciaires. Xavier Dunza a documenté comment les préfectures répondent aux mobilisations des usagers et de leur soutien par des arrestations ou l'exclusion des accompagnants militants. En 2014, par exemple, les bénévoles associatifs ont été interdits d'accès au guichet asile. Plutôt que de reconnaître les discriminations, l'administration répond souvent par la sécurisation, la neutralisation du contradictoire ou la restriction des droits. Comment répondre à ce problème ? Marie-Chantal Zingiro du collectif Kif Kif aborde le rôle essentiel du secteur associatif dans le signalement des discriminations. J'arrive pas à comprendre pourquoi ces organisations sont aussi lentes. Un signalement, pour moi, ça devrait être l'urgence, mais j'ai l'impression que chez eux, un signalement, c'est comme ça vaut rien, quoi. Et surtout si c'est un signalement qui est fait par une personne issue d'un parcours migratoire, c'est encore moins important. Il y a vraiment urgence pour mettre en place un observatoire, mettre en vigueur cet article 40. Il faut que nous, le monde associatif, on soit beaucoup plus vigilant et qu'on remonte, qu'on fasse ces courriers au procureur qui nous dit qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il y a peu de signalements. Ben voilà, nous, il faut qu'on se mette tous d'accord, le monde associatif, pour remonter toutes les infos ensemble pour que ça bouge là-haut. Que doivent faire les associations ? Sensibiliser, éduquer, accompagner et utiliser l'arme du droit
On doit aider les victimes à saisir la justice, à saisir le défenseur des droits. 97% des victimes ne le font pas. Alors bien sûr, c'est très compliqué dans la lutte individuelle, mais c'est possible. Et c'est aussi possible par le combat collectif. Par exemple, face au dysfonctionnement persistant de la préfecture du Nord dans le traitement des demandes de titres de séjour avec des délais qui sont excessifs, avec l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, avec des erreurs dans le traitement des dossiers. Nous avons décidé, un collectif de 15 associations, la LDH, mais aussi la CIMAD, le Secours catholique, Exode, Gallois, un ensemble d'associations, de déposer un recours devant le tribunal administratif de Lille en juillet 2025 pour faire respecter la loi. Le délai d'audiencement, le temps de la justice est très long. On sait qu'il y en a pour 2 ou 3 ans. C'est pour ça qu'on va continuer pendant cette attente judiciaire à documenter les atteintes aux droits et à accompagner les personnes. Merci beaucoup pour votre écoute de l'épisode Administration. Arrivé au guichet, sommes-nous tous égaux ? Et on vous retrouve pour les autres nombreux épisodes de notre podcast. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu ce projet en apportant leur perspective. Merci aux centres sociaux partenaires. Et merci infiniment à celles et ceux qui ont partagé leur vécu pour rendre possible cet épisode. Victime ou témoin d'une discrimination ? Appelez le défenseur des droits au 3928. Ce projet est soutenu par la DILCRA et réalisé en partenariat avec Radio Campus, Radio Moulin, MIT FM et Pastel FM. Luttons ensemble contre l'invisibilisation et la banalisation des racismes.